chargée de la justice, Madame Viviane Reding, qui dit très précisément: il est primordial que les effets, en effet, que les décisions de justice soient prévisibles, rendues dans un temps utile et exécutoire. Et elle ajoute: c'est pourquoi les réformes des systèmes judiciaires nationaux sont devenues une composante structurelle importante de la stratégie économique de l'Union européenne. Vous voyez que l'effectivité de l'exécution des décisions de justice est un élément de stratégie économique et bien sûr avec les incidences sociales, c'est évident. Alors, Monsieur le Président, je vais vous faire part de manière rapide des premières réactions que m'inspire ce que je viens de découvrir. Je vous suggère d'abandonner le terme code, car ce que je viens d'entendre n'est pas un code. Ce sont des principes communs. Et d'ailleurs, dans son exposé, Madame Frisereau s'est à plusieurs reprises appuyée sur le vocable principe et non pas code. C'est la tradition civiliste qui se permet d'insister sur ce point. Un code est un ensemble coordonné de règles qui doivent déployer des effets au-delà de ce que chacune des règles énonce. Ensuite, pour ce qui est de l'exécution forcée, alors ça, il est évident. Il est évident que ces principes doivent préciser qu'il s'agit de principes relatifs à l'exécution forcée. Ce qui va sans dire va mieux en disant, car se trouvent d'autres questions qui sont propres aux exécutions partielles et volontaires. De sorte que, là encore, il serait bon de préciser. Le domaine d'application de ces principes pourrait être précisé. Nous savons bien que se généralisent des mécanismes de procédure collective, qu'il s'agisse de surendettement, traitement des différentes formes de surendettement, mécanisme de traitement de la faillite. Et la question est de savoir si des modes d'exécution forcés comme ceux-ci ont vocation à s'appliquer à ces procédures. De sorte qu'il y aurait lieu de réserver ou de préciser, bien évidemment, le sort que vous entendez réserver à l'exécution forcée dans le cadre de ces faillites. La raison qui me conduit à réagir ainsi, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, qui est une question insoluble. Et le mérite que vous avez, c'est de proposer une solution. La question insoluble est celle de savoir ce que l'on fait envers le débiteur insolvable. Et il a été suggéré que lorsque le débiteur est insolvable, les frais de recouvrement vont peser sur le créancier. Vous voyez bien alors comment il faut corréler l'insolvabilité du débiteur dans la procédure collective avec la charge des frais de recouvrement, du moins si vos principes communs ont vocation à appréhender les procédures collectives. Donc, j'attirerai votre attention donc, sur ce point. Voilà mes premières observations, mais sur le fond, dans un système de droit civil, un lien de droit n'a de sens que pour être exécuté. Nous pourrions retenir l'attention de toute la salle sur toutes les règles que le Code civil comporte pour obtenir, à tout le moins, sinon l'exécution, du moins la protection du droit du créancier. Action oblique, action polienne, exception de compensation, et ainsi de suite. Donc c'est vieux comme le droit romain. Je vous remercie. Je voudrais commencer par louer le travail qui a été abattu. Je crois que je n'étais pas seul impressionné par la présentation qui en a été faite. Sur une matière extrêmement difficile parce qu'on l'a dit,
Elle est consubstantiellement attachée aux questions de souveraineté de l'État. Et du point de vue de l'OHADA, on va considérer également qu'il s'agit d'une discipline qui relève des règles de procédure. L'OHADA, jusqu'ici, à tout le moins, répugne à interférer dans les règles de procédure en raison du principe bien connu de l'autonomie institutionnelle et procédurale. Et donc, même si l'acte uniforme sur les voies d'exécution contient peu ou prou des normes qui relèvent de la procédure, l'essentiel des actes uniformes OHADA jusqu'ici traite des règles de fond plutôt que des règles de procédure. Cela dit, il n'y a pas d'obstacle frontal. Il n'y a pas d'obstacle frontal à une éventuelle harmonisation des principes dans le cadre de l'exécution. Même qu'une harmonisation viendrait certainement régler un certain nombre de problèmes. On l'a vu avec les immunités d'exécution et les insaisissabilités que le législateur OHADA laisse à la définition du législateur national, et en ce moment, dans un certain nombre de pays membres, on en est à des législations relevant de l'époque coloniale pour la définition des biens insaisissables, des codes de procédure qui visent des biens n'ayant plus aucun rapport avec l'évolution de la fortune, avec la composition actuelle du patrimoine. Peut-être que des principes relatifs à l'exécution forcée donneraient l'occasion d'actualiser cette législation. Donc, l'idée serait particulièrement bienvenue, resterait peut-être à régler la question de la formulation. Et il est évident qu'on ne peut pas procéder sur ce terrain-là par voie d'uniformisation, comme l'OHADA l'a fait jusqu'à présent. En revanche, des principes directeurs se prêteraient bien à une harmonisation indirecte de l'environnement juridique dans les États membres de l'OHADA, harmonisation qui permettrait au finish une meilleure application de l'acte uniforme sur les voies d'exécution. C'est donc, à mon avis, une question de formulation de l'harmonisation et une question de définition de jusqu'où on peut aller à travers les principes communs à adapter ou à transposer par chaque État. Merci. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Certainly, as a body which is dedicated to legal harmonization on a global basis, any kind of a code that would bring common standards in this area would be, I think, most welcome. I wasn't clear from the introduction whether this draft code is a binding or recommendatory nature, but that is perhaps something to be discussed. Certainly in the area of the work that judicial officers do, public perception is a very important matter, and to see an international body coming forward with what seems to be a principled approach to this area of work, so that enforcement is not seen as rightly or wrongly by the public as an ad hoc act, but as something which is based on a set of standards, I would think would be a very beneficial thing. When we have harmonization in an area like this, it promotes efficiency, it promotes common understanding, and I think in the long run a greater respect for the law, and therefore a greater respect, a greater strength for the rule of law, which is really the overriding theme of so much of our work.
The Huissier de Justice is an observer, as the chairman has pointed out, at UNCITRAL, and is present or invited to all of our commission and working group meetings. And certainly any experience that you are gaining in drafting and promoting global standards will be a welcome contribution to our work, and perhaps the progress on this could be presented when you are next at one of our commissions or working group sessions. The results of quite a bit of the work, the legislative work that we do, more reality, and therefore, from what I understand of it, is a welcome development. Thank you. Well, I guess my reactions are whether we're calling this a global code, or as Professor Gozzi referred, a set of common principles. I think I understood him say. Either way, I ask, well, what is the connection to development? Because that's really the World Bank's bread and butter. Our kind of twin mission is alleviation of poverty and sharing of prosperity in the context of world development. And on its face, it's not necessarily obvious, I think, but part of the motivation behind creating the Global Forum was precisely that. It really goes to, I think, the larger concept of rule of law, which has a lot of different definitions, but I view it as kind of a combination of ensuring equal access to law and justice, transparency of law and justice systems, equal enforcement of laws, accountability of the justice system, to me are kind of the concepts that make up this rule of law principle that a lot of people are talking about these days. And in the context of development, I think it's obvious because you cannot foster development anywhere, no matter how many roads you build or bridges you build or schools you build, without ensuring that all people are governed by a system which follows the rule of law. And I also note, I think with interest, I hadn't really thought about it, but of course, the private sector development aspect with the stability provided by this common principles or code, however we want to call it, as an incentive to private sector to invest in developing countries. So I think it's a very important initiative and development. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de lever mon chapeau. Lever mon chapeau pour dire vraiment à quel point nous sommes en tant qu'organisation impressionnés par les développements de ces travaux. Je me souviens, je viens de demander à Mme Ficero, je crois que la première fois que j'avais entendu parler de ces travaux, c'était à Washington. Le congrès de Washington de, je ne sais pas quelle, un peu plus de quelle année 2006. 2006. Et soyons honnêtes, il y en avait peut-être quelques-uns dans la salle qui se demandaient est-ce que l'Union a vraiment le moyen de ses ambitions de faire de tels travaux, de s'embarquer dans de tels travaux. Ma force est de constater quelques années plus tard que oui, manifestement, et que ces travaux avancent, et que ces travaux se concrétisent, et que ces travaux vont sans aucun doute laisser des traces. Donc je félicite vraiment de tout cœur toutes celles et tous ceux qui directement ou indirectement contribuent à ces travaux et font vraiment avancer la chose. Mme Ficero a aussi parlé du dialogue nécessaire entre l'Union et ses acteurs et les organisations internationales qui devraient reprendre ou s'inspirer d'une certaine façon de ces travaux. Là aussi, on est dans une situation extrêmement heureuse, dans la mesure où ce dialogue entre l'Union et la conférence existe depuis des décennies et ça ne va pas changer, croyez-moi, on ne fait qu'intensifier ce dialogue et cette collaboration. Alors, Mme Ficero a très bien posé le cadre aussi dans lequel nous, en tant qu'organisation internationale, et plus spécifiquement la conférence de la Haye œuvrant dans le domaine du droit privé, et donc pas dans le domaine du droit matériel, substantiel, national,
et non pas du droit procédural. Donc nous, ce qu'on fait dans un certain nombre d'instruments qui traitent de l'exécution, le fait que poser le cadre général, les conditions de base pour qu'une décision étrangère puisse effectivement être exécutée dans un État requis selon la loi interne de cet État requis. Mais force est de constater aussi que dans ces travaux, dans ces différentes conventions de la Haye qui portent sur la reconnaissance et l'exécution de jugements étrangers, il y a quand même une évolution, un développement très intéressant à souligner. Alors, il y a une première convention qui parle très généralement du besoin des conditions de base pour la reconnaissance de l'exécution. Il y a une convention un peu plus récente de 2005 sur les clauses d'élection forte, qui en gros dit un jugement rendu sur la base d'une clause d'élection forte dans un État d'origine, ce jugement doit être reconnu, sauf certaines conditions vraiment très restrictives, qui sont devenues de plus en plus restrictives dans l'État requis. On est allé un peu plus loin déjà auparavant de la Convention 96 sur la reconnaissance de décisions en matière de protection de l'enfant, ou même des protections de nature provisoire doivent être reconnues dans l'État requis. C'était déjà un pas supplémentaire dans la bonne direction. Mais là, je crois qu'on est allé vraiment encore plus loin, parfaitement dans le sens de ce qui a été expliqué par Mme Ficero, c'est dans la Convention de 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille, la Convention obligation alimentaire. C'est une convention dont je vais un petit peu parler aussi cet après-midi, mais là, c'est une convention qui, elle, a deux chapitres sur la reconnaissance et l'exécution et l'exécution. Et donc il y a dans un chapitre 5, je crois, des règles habituelles, des conditions de base pour la reconnaissance et l'exécution, qui sont, on va dire, un peu traditionnelles, mais il y a un chapitre sur l'exécution même, dans lequel on trouve notamment un article 32.1 qui dit que sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mesures d'exécution ont lieu conformément à la loi de l'État requis. Donc, l'exécution conformément à l'état de droit requis, c'est classique, mais sous réserve des dispositions du présent chapitre. Et quelle est la première règle qui suit tout de suite dans l'article 32.2? Une règle très simple, l'exécution doit être rapide. Ah ben voilà. Voilà une première expression très concrète dans une convention internationale qui reprend un des principes de base de nos travaux. Article 32, une seule phrase, l'exécution doit être rapide. Ces idées sont reprises un petit peu dans l'article 34 qui parle des mesures d'exécution. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il dit que les États contractants doivent rendre disponibles dans leur droit interne des mesures efficaces afin d'exécuter les décisions en application de la Convention. Et donc là encore, on reprend l'idée de base et on la concrétise dans l'instrument international. Et de telles mesures peuvent comporter alors la saisie des salaires, les saisies d'arrêt sur compte bancaire, les déductions sur les prestations de sécurité sociale, le gage sur les biens ou leur valeur ou leur vente forcée, la saisie de remboursement d'impôts, la retenue ou saisie de pension de retraite, le signalement aux organismes de crédit, le refus de délivrance, la suspension ou le retrait de divers termes. Donc dans la Convention obligation alimentaire 2007, je crois que nous reprenons un certain de ces principes. On ne peut pas aller plus loin parce qu'encore une fois, on est une organisation de droit national privé, mais on reprend sur la base du dialogue justement avec les acteurs du droit procédural, dont l'Union, certaines idées qui se développent, notamment dans le cas de sujets, je dirais, plus délicats, comme les obligations alimentaires. Alors, Mme Ficero a aussi envoyé au projet sur les jugements. Vous savez, la reconnaissance et l'exécution de jugements étrangers, c'est au cœur des travaux de la Haye depuis des décennies, depuis le début en fait de l'organisation. Nous avons entrepris plusieurs
essais en vue d'avoir une convention internationale, mondiale, sur la reconnaissance des exécutions et des jugements en matière civile et commerciale. On n'y est pas encore, c'est un sujet extrêmement délicat. Et ça a été un sujet aussi délicat parce qu'il a toujours été couplé à des travaux sur la compétence juridictionnelle, ce qui est, je dirais, encore plus compliqué et difficile à harmoniser sur le plan national que la reconnaissance et l'exécution. Mais nous avons pris des mesures à la conférence pour maintenant donner un nouvel élan à ces travaux sur le projet de jugement, en suggérant justement que dans un premier temps, ces travaux ne portent que sur le chapitre de la reconnaissance et l'exécution. On va donc pas laisser les questions de compétences juridictionnelles directes polluer, si je puis dire, les discussions, les négociations sur le plan de la reconnaissance et de l'exécution. Cette idée a été plutôt bien reçue par les membres de la conférence, et donc c'est dans cet état d'esprit que ces travaux vont continuer, et l'Union va bien sûr continuer à être invitée à ces travaux, et je peux très bien m'imaginer aussi qu'on va inviter l'Union pour venir présenter plus concrètement les travaux sur le code tel que du principe. À ce moment-là, on verra. Je suis assez d'accord avec les commentaires qui ont été faits à cet égard. Et donc tout ça pour dire aussi que les travaux en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements en matière civile et commerciale pourront s'inspirer, devront s'inspirer des résultats des travaux menés au sein de l'Union internationale dans l'esprit de la meilleure collaboration entre nos deux organisations. Merci, monsieur.